On va attaquer cet après-midi par la partie utilisation. Ce matin, c'était plutôt la partie recherche. Cet après-midi, ça va être la partie utilisation. Et je vais demander à Nina Lachia de venir présenter donc l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique dans le cadre précis de notre journée. Je rappelle que Nina Lachia est responsable de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à tous, donc Nina Lachia de Montpellier Supagro. Moi, je vais vous parler des usages. Après une matinée qui était plutôt prospective, ce qui se fait en recherche, ce qui existe, les potentialités. On va essayer de prendre un peu de recul sur tout ça pour essayer de voir sur le terrain qu'est-ce qui est utilisé, pourquoi faire et quels sont les freins. Donc effectivement, comme Jean-Paul l'a dit, c'est une étude qui est faite dans le cadre de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, qui est un projet de la chaire agrotique et de l'Institut Convergence Digitag. Alors, j'ai choisi d'intituler cet état des lieux, en fait, comme un usage de la cartographie pour caractériser le sol agricole. Donc je pars de 3 constats. Je pense qu'on l'a bien vu ce matin. L'enjeu principal pour caractériser le sol, c'est la cartographie. Il y a un intérêt majeur en agriculture de précision. Déjà, je vais entendre par là la cartographie à haute résolution spatiale. C'est-à-dire par là une résolution qui est adaptée aux usages agricoles, que ce soit pour identifier des parcelles différentes ou même faire des différences intra-parcellaires. Pourquoi faire ? Pour identifier des zones de sol qui soient homogènes, afin ensuite, derrière, d'avoir des applications agronomiques qui soient adaptées aux différents types de sols qu'on va pouvoir identifier. Donc voilà pourquoi ce choix d'un état des lieux sur les usages de la cartographie en agriculture. Le deuxième constat, c'est qu'on se dit oui, il y a un intérêt très fort, mais en fait, ça c'est assez théorique. On imagine qu'il y a un intérêt très fort, mais est-ce que la profession est intéressée par cela ? J'ai pas d'éléments chiffrés à vous donner, mais par contre, je voulais juste vous partager un chiffre qui peut illustrer ça. On a fait une étude il y a quelques mois auprès des techniciens viticoles sur leurs usages du numérique, et on leur avait demandé, vous, pour mettre en œuvre vos conseils aux agriculteurs, est-ce que vous utilisez des analyses de sol, des capteurs, des cartes, et surtout à quelle fréquence vous utilisez ces outils numériques ? Et donc ils ont répondu ce graphique ici présent. C'est-à-dire que finalement, il y a plus de 3/4 des techniciens viticoles, donc c'est l'exemple de la viticulture, qui utilisent ces technologies pour caractériser leur sol. Donc, même si ce n'est pas représentatif de toutes les filières, il y a un intérêt de la profession d'avoir des outils pour cartographier le sol. Et le troisième constat qu'on a, qui synthétise un peu tout ce qu'on a vu ce matin avec d'autres éléments, c'est qu'il existe effectivement plusieurs méthodes pour cartographier, on va dire pour connaître la variabilité du sol. Il y a un usage, une façon dont on n'a pas trop parlé, c'est déjà sur le terrain, l'agriculteur. Il a une assez bonne connaissance de son sol. Visuellement, il peut identifier le bas de ma parcelle est plutôt clair, plutôt caillouteux, le haut est plutôt argileux, plutôt pourpre, etc. Et il peut même lui-même, avec des cartes aériennes, aller sur Google Earth et dessiner assez facilement des zones homogènes ou des variabilités de son sol. La deuxième méthode qui existe, c'est le grid sampling. On en a parlé aussi ce matin sous le nom, je crois, d'échantillonnage systématique, où on va, tous les points réguliers, faire une analyse de sol. Ça a été bien dit, c'est quasiment inexistant aujourd'hui en termes d'usage, par le coût que ça représente, que ce soit financier ou en termes de temps. Une troisième méthode qui existe, c'est l'estimation de la variabilité du sol par les cartes de rendement. En effet, il a été montrer qu'il est possible d'identifier des zones de la variabilité du sol par le rendement, on va dire un rendement qui sera plus ou moins homogène selon les types de sol. Par contre, là aussi, on est sur des usages quasiment inexistants, puisqu'il faut du coup d'avoir des capteurs de rendement, or tous les agriculteurs ne sont pas équipés, et deux, que ce soit des cartes qui soient faites dans des conditions idéales, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de pluie, que ce ne soit pas des parcelles irriguées, et qu'il n'y ait pas eu de maladie cette année-là. Donc, autrement dit, les cartes de rendement sont très peu utilisées aujourd'hui pour caractériser le sol. Une quatrième méthode, on en a parlé, la géophysique, les méthodes géophysiques pour caractériser le sol. Et la dernière méthode qui existe potentiellement, c'est l'usage de la télédétection, donc l'analyse d'images satellites, drones ou avions, pour identifier de la variabilité du sol. Et là aussi, on est sur des usages très peu existants, c'est plutôt sur la prospective. Donc pourquoi je vous parle de ces méthodes-là ? C'est parce que mon troisième constat pour aller plus loin sur l'étude, c'est que finalement, il n'y a aucune méthode miracle qui permet d'avoir directement une méthode à haute résolution qui permet d'avoir une cartographie à haute résolution du sol. Et la méthode qui paraît la plus utilisée aujourd'hui, c'est finalement
les méthodes géophysiques, les cartes de résistivité et de conductivité, qui semblent être les seules technologies numériques de cartographie utilisées pour connaître à haute résolution spatiale la variabilité du sol. Donc à partir de ce constat-là, je vais essayer de répondre à 3 questions. Déjà, est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui sur le terrain? À quoi ça sert? Et quels sont les freins à l'utilisation? Donc pour répondre à ces questions, juste en 2 mots pour vous expliquer comment j'ai procédé. Donc j'ai commencé cette petite étude il n'y a pas longtemps, hein, fin octobre, début novembre, où en croisant de la bibliographie, en essayant de voir un peu ce qui se disait sur les forums d'agriculteurs, en consultant des experts et en interrogeant aussi des coopératives, j'ai essayé de voir les outils qui étaient utilisés sur le terrain, les outils qui existent, les freins, etc. Identifier ensuite les principaux fournisseurs de capteurs et de services pour ensuite construire l'état des lieux des usages que je vous présente aujourd'hui. Alors, première question, qui utilise aujourd'hui ces outils? Est-ce que c'est bien utilisé sur le terrain? Donc, je rappelle que je me focalise sur la conductivité et la résistivité en agriculture. Le premier constat, c'est que oui, il y a un usage qui semble être fait aujourd'hui de ces données-là en France sur le terrain, mais qui est assez faible. Si on regroupe les données de conductivité et de résistivité en termes de surface qui a été détecté, on va dire, depuis une dizaine d'années, on est sur moins d'1% de la surface agricole française. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça. Il y a quand même un usage qui existe en France. On n'est pas juste sur de la recherche, de la prospective. Il y a vraiment des usages qui sont réels en France. On voit qu'il y a une prédominance de la conductivité, qui peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont mieux placées de moi pour répondre. Les raisons que j'ai identifiées, moi, c'est peut-être en termes de coûts où les mesures de conductivité sont peut-être moins onéreuses, et aussi par le nombre de fournisseurs qui existent. En effet, en résistivité, il n'y a quasiment qu'un seul, je crois qu'il n'y a que Geocarta qui en propose, du moins en agriculture. En conductivité, on a plus d'acteurs. On a surtout des FISOL, mais il y a aussi d'autres entreprises. Certaines sont présentes ici. Il y a aussi des entreprises qui ne sont pas que agronomiques, qui font par exemple de la conductivité pour du bâtiment, de l'archéologie, etc., et qui ont un marché de niche en agriculture. Donc voilà, juste ces chiffres-là, juste pour vous montrer qu'il y a un usage terrain, qu'il y a des surfaces qui sont pilotées grâce à ces cartes-là, qu'il y a un potentiel, puisqu'on a encore 99% de la surface à couvrir, et qu'il y a plusieurs structures qui permettent de proposer ces services. Il y a un autre aspect que je voulais partager avec vous qui est assez important. On l'a bien vu ce matin, je pense. Les paramètres géophysiques sont des mesures indirectes. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir mes données de conductivité pour savoir si je dois irriguer ou si je dois mettre de l'azote, etc. Et donc, la spécificité de ces mesures indirectes vont impliquer une structuration du marché. Et je voulais partager ça avec vous parce que ça a des impacts sur qui utilise aujourd'hui ces données-là. Donc, n'ayez pas peur du gros schéma, je vais le parcourir rapidement. J'ai essayé d'identifier en certaines catégories les différents acteurs du marché qui sont dus en fait, à cette spécificité de mesure. On a effectivement des fournisseurs de matériel. Donc, si je prends par exemple de la résistivité, ça va être le quad avec les électrodes qu'on va enfoncer dans le sol, où on va du coup soit vendre, soit louer le matériel, un fournisseur de services qui va passer sur la parcelle et du coup réaliser les mesures. Et ensuite, il y a aussi une étape d'expertise, on l'a bien dit, que ce soit une expertise pédologique ou agronomique, qui va être réalisée au sein de la structure collective, éventuellement en regroupant dans d'autres données. Ça peut être des données de télédétection, ça peut être l'historique du parcellaire, ça peut être des analyses de sol, ça peut être un peu tout ce qu'on a vu ce matin. Et donc, c'est finalement en synthétisant toutes ces données-là qu'on va avoir l'interprétation des données géophysiques qu'on va transformer en conseils et en applications agronomiques. Donc là, c'est un peu un schéma type de l'utilisation des données géophysiques. Après, évidemment, il y a des adaptations, il y a des étapes qui peuvent passer très vite. Si, par exemple, un agriculteur est déjà très technophile, on va dire, qui sait interpréter des cartes, qu'il n'a pas besoin d'aide, il pourra le faire lui-même. Il y a aussi des structures qui sont regroupées. Je pense, par exemple, à Defisol, qui est plutôt fournisseur de services, mais la structure BIAPI intègre le fournisseur de services et aussi l'expertise agronomique derrière. Donc, juste pour... ça permet de voir que, oui, il y a un usage sur les terrains, il y a des surfaces qui sont pilotées de cette manière-là, il y a un marché qui s'est structuré, et ça implique un grand nombre d'acteurs qui vont intervenir sur ce marché-là. Alors, c'est bien joli tout ça, mais pourquoi faire ? Quel est le but derrière de l'application agronomique ? Donc, j'ai essayé de décliner les usages principaux par filière, puisqu'on a vraiment... pas encore vu jusqu'à présent, ça concerne plutôt la grande culture, le maraîchage ou la viticulture. Or, les usages de ces technologies-là dépendent finalement des filières.
Si je reprends petit à petit, donc j'ai identifié 3 filières principales concernées par ces mesures-là. Alors déjà, en grande culture, on a des usages qu'on a un petit peu vus ce matin, notamment sur la modulation des semis. C'est un des usages principaux en grande culture, ainsi que la modulation de la fertilisation, que ça soit azote, mais aussi fumure de fond, avec notamment le phosphore, dont on a pas mal parlé ce matin. Et c'est aussi un usage important pour tout ce qui est expérimentation variétale, comparer des nouvelles variétés, des semis, etc. L'enjeu, effectivement, en grande culture, est surtout sur des cultures à grande valeur ajoutée. Il y a des prérequis réglementaires importants, mais aussi par le coût que ça a et la nécessité de s'équiper derrière, il y a vraiment besoin d'avoir des cultures à haute valeur ajoutée. Je pense notamment au maïs ou aux semences. J'ai l'impression que les semenciers sont les plus gros utilisateurs de ces données-là. En viticulture, il y a aussi un usage qui existe. Donc la surface étant moindre, la surface absolue en viticulture étant moindre, l'usage en est moindre, mais il est quand même présent. Et là, on est surtout sur des phases de pré-plantation, par exemple sur le choix de porte-greffe. Il y a aussi un usage qui est apparu, qui était assez intéressant, c'est que les données géophysiques, les cartes, paraissent assez utilisées pour l'image du domaine, montrer qu'on a une expertise, qu'on s'y connaît, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et finalement, ça contribue à l'image de marque des domaines viticoles. Et un dernier grand type d'usage que j'ai identifié, c'est pour la sélection parcellaire. Je crois que vous aurez un exemple juste après moi de quelqu'un qui va en parler beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire choisir les parcelles, à quelle date on va aller les vendanger, dans quelle cuve on va les mettre, etc. Et dans une très moindre mesure, les vendanges sélectives. Donc là, on est plutôt sur l'échelle intraparcellaire, mais ça paraît encore un usage très rare. Donc en viticulture, en gros, l'enjeu principal pour utiliser ces données-là, c'est surtout l'image de marque et la forte valeur ajoutée, puisque derrière, bien sûr, il y a vinification. Donc l'enjeu paraît plutôt sur la vendange, la valeur ajoutée qu'on va mettre derrière. Et la troisième grande filière que j'ai identifiée pour ces usages-là, c'est plutôt en arboriculture, où l'usage principal qui m'a semblé détecté, c'était sur le pilotage de l'irrigation. Finalement, on l'a vu aussi ce matin, on a vu beaucoup de présentations sur la résistivité, la conductivité, et finalement, sur l'autre thématique, c'était la détection du sol, de l'eau dans le sol. Et donc en arboriculture, ce qui semble prépondérant, c'est le pilotage de l'irrigation, où l'enjeu principal, c'est la ressource en eau, c'est limiter les tours d'eau, c'est économiser de l'eau, etc. Donc en arboriculture, je regroupe aussi l'horticulture, qui semble aussi prépondérante. Donc voilà, grande culture, viticulture, arboriculture semblent être les cultures les plus concernées par la conductivité, la résistivité. Il y a d'autres usages que je n'ai pas forcément montrés ici. Je voulais juste vous faire part des usages qui apparaissaient les plus importants. On pourra en discuter plus tard si vous identifiez d'autres usages. Alors, on a vu qu'en gros, oui, c'est utilisé. Il y a encore du potentiel, mais c'est utilisé. C'est utilisé surtout sur ces filières-ci et pour telles applications agronomiques. Mais comment ça marche ? On a vu que le marché était structuré d'une façon quand même un peu particulière. Donc je voulais juste illustrer tout ça avec un petit zoom sur un cas d'application qui pourrait être extrapolé à un peu tous les types d'applications. Alors j'ai pris en fait le pilotage de l'irrigation. J'ai pris le cercle d'agriculture de précision que certains d'entre vous connaissent sans doute très bien, où en fait l'idée c'est de partir d'une observation terrain, d'une donnée qu'on interprète pour l'analyser, pour la caractériser, pour en faire une préconisation, un conseil, afin d'appliquer au champ le conseil qu'on vient de prodiguer. Où se situe la conductivité ou la résistivité dans tout ça ? Elle se situe donc au niveau de l'observation, où j'ai une donnée de conductivité ou de résistivité à haute résolution spatiale, que je caractérise pour en faire quoi ? Pour en faire une zone. Je crois qu'il y a eu une remarque ce matin qui allait bien dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'objectif, c'est finalement d'avoir des zones, des patatoïdes. On caractérise ces zones. À partir de zones, on peut identifier le positionnement idéal pour mettre mes sondes. Donc, je vais positionner mes sondes à l'endroit qui me semble le plus adéquat. Et l'application, finalement, qu'il y a derrière, c'est le positionnement de ces sondes. Donc, c'est aller sur le terrain et aller positionner, que ce soit l'analyse de sol, la fosse ou mes sondes capacitives, l'exemple que je prends ici. Et si je veux aller plus loin jusqu'à l'irrigation, finalement, je repars dans un nouveau cycle où là, j'ai mis mes sondes capacitives au bon endroit. Ça me permet d'avoir une donnée de permittivité diélectrique, d'avoir ma caractérisation, donc mon humidité du sol, ma préconisation et donc ma quantité d'eau à apporter, et finalement, mon application agronomique qui est derrière, c'est mon paramétrage de l'irrigation.
Alors, paramétrage de l'irrigation, après, il faut être un peu pragmatique. Tout le monde n'est pas équipé en outils de pilotage précis d'eau, tout le monde n'est pas équipé en goutte à goutte, etc. Ça peut juste être décider d'allumer ou d'arrêter l'irrigation. Il y a des usages, du coup, qui vont dépendre uniquement de la décision ou de l'équipement de l'agriculteur derrière. Donc voilà, je voulais juste illustrer ce qu'on a vu ce matin et les différents résultats de l'Observatoire pour montrer les applications qu'il pouvait y avoir derrière. Alors justement, là, j'ai parlé finalement de l'application agronomique qui est le dernier frein à l'application. On peut avoir des jolies cartes, on peut savoir où poser ses sondes, on peut savoir combien d'eau je dois apporter, mais derrière, ça ne suit pas forcément. J'ai parlé de l'eau, ça pourrait être le cas en semis, par exemple, où c'est la même chose. Il faut être équipé en semeur de précision, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc quels sont les principaux freins aux usages de la cartographie pour caractériser le sol agricole ? J'en ai identifié 3 grands types. Sans surprise, le coût. Alors non seulement le coût de la technologie, d'avoir une prestation qui me permette d'avoir mes cartes, mais aussi le coût en termes de manque de retour sur l'investissement. C'est apparu assez clairement, notamment en grande culture où il y a d'autres outils d'agriculture de précision qui permettent assez vite de voir le gain de temps, le confort de travail, la précision. Avoir une carte, c'est pas évident d'avoir un retour sur investissement immédiat. Donc c'est un des freins principaux, ce serait surtout celui-là. Le deuxième frein, j'ai appelé ça les ressources, alors pas en termes financiers, mais dû à la structuration du marché qui nécessite d'avoir des experts, on l'a bien dit. Donc les ressources, avoir un expert pédologue, un expert agronome, un conseiller qui me dise qu'est-ce qu'il faut faire comme application derrière. Il y a un frein qui semble être dû à ça, être au besoin d'avoir des ressources et des compétences diverses pour pouvoir appliquer ma donnée. Et le troisième frein, c'est un peu ce que je disais à l'instant, c'est l'équipement. C'est ressorti très fort chez les différentes personnes que j'ai contactées, où avoir des jolies cartes, ça ne sert à rien tant que je ne suis pas équipée derrière et que je ne peux pas aller appliquer mon conseil. Donc je voulais finir sur ces 3 grands freins principaux. Donc j'ai mis ici les différentes personnes que j'ai contactées, juste pour finir. Là, je vous fais une présentation donc, de l'étude qu'on a faite. Cette étude, comme tous les résultats de l'Observatoire, sont publiés sur le site de l'Observatoire. Celle-ci n'est pas encore sortie. Et donc, si vous avez des compléments d'informations, si vous avez des choses à me dire ou des choses que je pourrais mettre à jour, surtout n'hésitez pas à me voir ou à aller sur le site de l'Observatoire. Ça me permettra de les intégrer et de mettre à jour les informations pour ensuite publier les informations qui seront faites. Merci de votre attention. Et Nina Lachia, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Juste une question. Est-ce que vous avez un regard international ? Est-ce qu'on est plutôt en France en avance, en retard ? Est-ce qu'on est à la préhistoire de la caractérisation des sols ? Alors, moi, je n'ai pas le regard international. Par contre, j'ai posé la question à des gens qui l'ont. J'ai pas l'impression qu'on soit en retard, mais j'ai pas l'impression qu'on soit en avance non plus. C'est un peu une réponse de Normand, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un usage qui est déjà un peu en avance, notamment dans les pays entre guillemets du Nouveau Monde. Par exemple en viticulture, où c'est quasiment un réflexe de passer sur mes nouvelles parcelles, de faire une carte de conductivité ou résistivité pour ensuite implanter ma vigne derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu d'avance là-dessus à ce niveau-là. J'en parlais un peu ce matin aussi en Angleterre. Il semble que ça soit très fréquent, notamment les données de résistivité et conductivité. Donc non, j'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup en avance. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.